sa position, l'immense masse liquide des océans se gonfle et s'affaisse alternativement, provoquant le mouvement de la mer. Mais ce n'est pas tout. Le Soleil influence également l'amplitude de ce mouvement. Lorsque la Lune se place dans son axe, leurs attractions respectives s'ajoutent. C'est une grande marée. Lorsque la Lune est placée à angle droit par rapport à l'axe du Soleil, c'est une marée de Morteau. Dans la baie, le mouvement de l'eau est encore amplifié par sa configuration, sa vaste étendue et son fond à faible pente. Ce puissant mouvement de la mer a une conséquence naturelle sur le paysage qui se modifie imperceptiblement. Comme dans toutes les baies du monde, le reflux n'emporte pas tous les sédiments que le flux a apportés. 1 million de mètres cubes de sédiments s'accumulent chaque année en fond de baie et surélèvent progressivement son niveau. Regarde les canards là-bas. Regarde les canards là-bas. Les plantes adaptées au milieu salin, telles que la spartine, l'obium ou la salicorne, profitent de cette situation. Elles se développent sur cette tangue composée de sable et de vase. Ainsi se forme petit à petit un tapis végétal, périodiquement recouvert par la mer. Voilà comment naissent les herbus. Les moutons apprécient particulièrement ce pâturage et leur présence maintient un équilibre entre les différents végétaux. Une riche avifaune trouve ici des conditions favorables pour se nourrir. Les oies bernaches et les canards sauvages arrivent par milliers au début de l'hiver. De nombreuses espèces d'oiseaux marins, des petits échassiers et des limicoles y séjournent également. L'homme a aussi trouvé dans la baie un espace riche en ressources. Malgré les dangers des marées et du sol meuble, il a su développer des techniques de pêche adaptées à ce milieu. Poissons, petits crustacés, coquillages, et aussi l'élevage de moules et d'huîtres. Mais, en parlant d'élevage, n'oublions pas le célèbre mouton de pré-salé. Un équilibre s'est ainsi constitué entre la flore, la faune et l'homme, permettant de développer autour du Mont-Saint-Michel une tradition et un art culinaire. Ainsi, depuis plus de 100 ans, la mère Poulard régale les palais les plus célèbres du monde entier de sa fameuse omelette, de ses civets de homard et de son gigot d'agneau de pré-salé. Au fil des siècles, les hommes se sont adaptés à la vie de la baie. Mais ils ont voulu aller plus loin en exploitant l'exceptionnelle richesse des sols. Dès le XIXe siècle, ils ont favorisé l'ensablement de la baie pour conquérir de nouvelles terres fertiles sur la mer, les polders. Pour cela, ils édifient une digue frontale insubmersible, détournent et canalisent les rivières afin d'étendre au maximum le domaine cultivable. En 1880, la digue-route est construite. La terre gagne ainsi sur la mer et le rivage s'approche du monde. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Rejoignez-moi vite sur le pont pour entendre la suite de cette histoire. Il fut un temps où la ville d'accès au Mont-Saint-Michel n'était pas encore construite, et le flot ouvrait librement le rocher à chaque vent de marée. Lorsque la mer se retirait, les visiteurs comme les pèlerins pouvaient alors traverser les grèves à pied ou carriole à cheval, au risque de s'enliser dans les sables mous. À cette époque, dans son auberge ouverte dès 1873, Annette Poulard cuisinait des mets savoureux pour les convives qui arrivaient de façon imprévisible au gré des marées et des saisons, parfois transis de froid, mais toujours affamés. Pour calmer les appétits aiguisés par l'air marin,
elle eut à la beauté de préparer un plat revigorant, une omelette à sa façon, qui a par la suite fondé sa renommée mondiale. Vous savez, au début, quand j'ai ouvert le restaurant, les gens arrivaient à n'importe quelle heure, même la nuit. Ils attendaient que la marée se retire pour traverser les grèves. Et quelquefois, ils s'enlisaient avec leur maringotte. Dès qu'ils arrivaient l'estomac creusé par la mer, ils voulaient manger. C'est comme ça que j'ai commencé à servir mon omelette, que je pouvais cuisiner à toute heure, de jour comme de nuit. Quelques années plus tard, en 1878, la mer Poulard a connu la construction de la digue submersible qui a permis aux visiteurs d'accéder sans risque jusqu'au rempart. Après, avec la digue, les gens arrivaient régulièrement, aux heures des repas, de plus en plus nombreux. Mais le charme était moins grand. Il n'y avait plus l'émotion de la traversée sur les grèves. Avant, il fallait le mériter, le nom. Et mon omelette aussi. Et oui, à cette époque, les hommes ont tout fait pour faciliter l'accès au Mont Saint-Michel. Mais à la fin du XXe siècle, l'inquiétude grandit et des cris d'alarme sont lancés. Le site risque de perdre, à brève échéance, le caractère maritime qui lui donne à la fois toute son âme et son mystère. En effet, les sédiments qui se déposent en fond de baie rehaussent régulièrement le niveau des grèves et en conséquence, les herbus se rapprochent chaque année un peu plus du rocher de l'Archange. Voici un aperçu de la situation au fil du temps. Entre la fin du XIXe siècle et la fin du siècle dernier, les présalés ont régulièrement progressé de 20 hectares par an vers le Mont Saint-Michel. Et vers les années 2020, si rien n'est fait, les moutons pourraient bien être au pied des remparts. Autre phénomène, les parkings en contrebas de la digue se sont aussi étendus progressivement pour accueillir des véhicules de plus en plus nombreux. Devant ce constat alarmant, un projet de grande envergure a été mis en place par l'État et les collectivités territoriales pour rétablir le caractère maritime du Mont Saint-Michel. Après plusieurs années d'études, deux solutions majeures ont été retenues pour réduire les dépôts de sédiments. La création d'un nouveau barrage sur le Couesnon et le remplacement de l'actuelle digue par un pont passerelle. Le principe de fonctionnement du nouveau barrage est le suivant. Quand la marée arrive, les vannes se ferment et le niveau d'eau monte devant le barrage. Quelques instants avant la marée haute, les vannes s'ouvrent par le haut en permettant à l'eau de mer de se déverser dans le Couesnon. Cette technique permet d'éviter l'apport de sédiments marins dans la rivière. 1h30 plus tard, les niveaux sont équilibrés de part et d'autre du barrage. Les vannes se referment et la mer se retire. 6 heures après la pleine mer, cette immense masse additionnée des eaux fluviales est progressivement libérée pour assurer un effet de chasse soutenu pendant environ 1 heure. D'année en année, tout ce flot vient patiemment éroder les épaules. Et grâce au pont passerelle, il se répartit autour du mont en emportant avec lui les sédiments déposés par la marée. Résultat, les présalines ne viennent pas en céder le rocher et la mer entoure librement le Mont Saint-Michel. Laissons agir discrètement les forces de la nature et observons la transformation du paysage au fil des ans. En ce début du 3e millénaire, ce haut lieu de culture et de spiritualité retrouve toute sa sérénité et sa splendeur comme au temps des jeunes années de la mer Poulard. Cependant, les visiteurs accèdent facilement à la merveille de l'Occident, sans crainte des risques d'enlisement et quelle que soit la hauteur de la marée, ils peuvent ainsi apprécier pleinement la découverte de l'un des plus beaux paysages du monde. Rejoignez-moi à l'étage supérieur. J'ai quelques conseils à vous donner. Votre sécurité en dépend. Fascination que peut exercer le Mont Saint-Michel et son immense baie.
ne doit pourtant pas faire oublier aux visiteurs aventureux les pièges de la marée et des sables mouvants. Autrefois, quand les pèlerins se rendaient au Mont Saint-Michel en traversant les grèves, ils le nommaient le Mont Saint-Michel au péril de la mer. Aujourd'hui, ces périls sont toujours réels. Chaque année, des promeneurs imprudents sont victimes de la marée qui monte parfois, selon le mot de Victor Hugo, à la vitesse d'un cheval en galop. Malgré la présence de plusieurs centres de secours, toujours prêts à intervenir, on n'évite pas, hélas, les drames mortels. Cependant, une surveillance régulière et de nombreuses interventions dans la paix ont souvent permis de sauver des personnes piégées par la marée. En effet, la baie est un milieu instable. Les rivières qui creusent leur lit changent fréquemment de cours. La Tangue est par endroits gorgée d'eau, ce qui provoque un effet de sable mouvant desquels il est très difficile de s'extraire. Des poches d'eau, invisibles à la surface, peuvent se former sous le sable. C'est un piège mortel. Le brouillard peut se lever brusquement. Le promeneur sans boussole n'a plus alors aucun repère pour rejoindre le rivage. Il sera rapidement encerclé par la mer et les rivières et périra noyé. Mais même sans brouillard, beaucoup d'accidents sont dus à l'encerclement par la mer. On peut en effet se laisser encercler sans s'en apercevoir. Il suffit de se trouver sur une zone légèrement surélevée quand la mer monte pour être cerné par les eaux et se trouver dans l'impossibilité de rejoindre le rivage. Si vous êtes attiré par la mer, si vous désirez vous y aventurer à pied, il faut impérativement prendre quelques précautions. D'abord, consultez l'annuaire des marées pour connaître les heures de basse mer et de haute mer, ainsi que le coefficient de marée. Vous devez prévoir de rentrer au moins 3 heures avant la pleine mer. Ensuite, il est prudent de se munir d'une boussole en cas de brouillard. Mais le plus sûr des moyens consiste à se faire accompagner par un guide expérimenté qui assurera votre sécurité et partagera avec vous ses connaissances. Il existe des sorties organisées pour traverser les grèves et en découvrir la géologie, la faune, la flore. La nature est belle et généreuse. Regardez-la, apprenez à la connaître et elle vous le rendra. Seule l'imprudence et l'ignorance sont ici des véritables dangers. Alors, même si l'archange Michel a accompli des miracles, même si les secours sont prêts à intervenir, respectez ces quelques consignes de sécurité. Vous avez tout votre temps pour continuer la visite, mais attention en sortant, une surprise vous attend sur le quai. La Mercoulard vous offre une de ses notes de collection pour l'achat de 3 boîtes de galettes, de bonbons, de caramel ou de chocolat. Et en plus, tous les visiteurs du musée bénéficient d'une réduction de 10% sur l'ensemble des articles cadeaux et souvenirs de la boutique du musée maritime. Je dirai à nouveau à bord de mon vaisseau. Et vous dis bon vent. Et à bientôt.
construira sur le mont Tombe un sanctuaire d'où louanges, quotidiennement, seront adressées à Dieu. Va et accomplis ce que je dis. Moi, Saint-Michel, archange, t'ai choisi, toi, afin que tu entreprennes. Aubert fit effectivement ce que lui commandait Saint-Michel. Il construisit un oratoire. Puis les années passèrent. Construction d'une chapelle pré-romane, Notre-Dame sous terre. La petite chapelle ne correspond plus à la liturgie, aussi les moines bénédictins occupant du lieu décident de l'édification d'un monastère. Ce sont eux les architectes de Dieu. L'église abbatiale en forme de croix sera érigée au sommet de la pyramide que forme le mont. Construction d'une gigantesque plateforme sur laquelle reposera le sanctuaire. Fondation de l'abbaye bénédictine. Édification de l'église abbatiale et du monastère. Allongement de la plateforme de l'ouest. La merveille, jaillissement vertical de la pierre. Agrandissement des bâtiments civils et du village entourant le monastère. Les fortifications s'érigent et protègent. Une terrible catastrophe. Le chœur roman s'effondre. Reconstruction du chœur. Gothique flamboyant. Le mont somnole pendant 3 siècles. Le 6 août 1897, la statue du Saint-Michel de Frémier illumine pour la première fois le sommet de l'abbatiale. Puis de nouveau, le temps des architectes. Ils entretiennent et parachèvent. Le 4 novembre 1987, 90 ans plus tard, la statue de l'archange restaurée est remise en place. Elle surplombe et ponctue d'or la flèche du mont.
berceau des prières. Saint-Michel, sentinelle visible des axes invisibles entre terre, mer et ciel, ta lumière est là. Ici a lieu la rencontre des forces vives. L'infini est à portée de main. Nous sommes ensemble, réunis au point sacré, au cœur même du noyau, sous terre, au point ultime de extrême Occident. Notre sentiment de spiritualité s'aiguise et nous fouillons en nous en quête du meilleur. Le mont Saint-Michel harmonise. Qui que nous soyons, nous avons droit à cette joie terrestre, la rencontre avec le mystère. Nous touchons au monde divin. Ici, visiteurs, nous sommes pèlerins, que nous le voulions ou non, emportés malgré nous sur l'aiguille majeure de l'horloge universelle. Nous côtoyons enfin un espace de vérité. Nous parcourons des chemins de Jérusalem et nous entrevoyons presque les sorties du labyrinthe. Nous passons les portes sans même nous retourner, car ici, tout n'est que sacré, foi et plénitude. Nous sommes enfin quiés. Saint-Michel, gardien du seuil, veille pour nous. Mont Saint-Michel, toi qui te purifies quotidiennement dans des eaux toujours renouvelées, toi qui matérialises de si grandiose façon l'axe vertical entre terre et ciel, dis-nous tes résonances les plus secrètes. Ainsi donc, sur le mont Tongue, l'évêque d'Avranches, Aubert, construisit ce premier oratoire. Nous sommes en 708. Sous le règne des derniers carolingiens, on le remplaça par un autre sanctuaire. Église pré-romane à double nef qui nous est parvenue intacte. Tout à l'heure, quand vous visiterez l'abbaye et que vous découvrirez le silence de cet endroit, vous serez saisis, émus, impressionnés comme le furent nos ancêtres. Elle est le cœur même du monde. Elle est Notre-Dame sous terre. Paix et sérénité. En 966, fondation du monastère. Le duc de Normandie y installe les moines de Saint-Benoît, les bénédictins. Leur idée est de créer une vaste plateforme artificielle en équilibre, en serrant la forme conique du rocher du mont. Nous sommes en 1023. Les architectes élaborent, créent. Tout ne sera que pierre. Les constructeurs en modèlent les forces. La voûte s'arrondit, contrainte et majestueuse. Les piles et les arcs s'élancent et rythment l'espace. Peu à peu, le monastère s'édifie. Le dortoir, le promenoir, l'église abbatiale. C'est une formidable révolution architecturale. C'est le roman. Les années passent, le XIIe siècle, l'abbaye romane est à son apogée. En 1204, la Normandie entre dans le domaine royal. Nous sommes à l'époque de la construction des grandes cathédrales. Amiens, Chartres, Notre-Dame de Paris. Et c'est alors la construction de la merveille. Véritable chef-d'œuvre d'architecture gothique. Les croisées d'ogives, elles ne portent que sur 4 points d'appui. Les murs ne sont plus porteurs, c'est les verres qui les remplacent. La lumière peut révéler les volumes. C'est l'épanouissement de l'art gothique. La merveille, 45 mètres de hauteur. Elle s'élève sur 3 niveaux. À l'est, l'aumônerie, la salle des hôtes, le réfectoire. À l'ouest, le cellier, la salle des chevaliers, le cloître. C'est le jaillissement vertical. La lumière pénètre et rayonne à l'intérieur de l'édifice. Un des chefs-d'œuvre de l'architecture mondiale est né. Merveille, s'écrient les pèlerins. Merveille, voici ton nom. Saint-Louis vient en pèlerinage au mont.
il fait édifier des fortifications qui protégeront le petit village, l'abbaye et toutes ses richesses. La guerre de 100 ans. Le mont ne sera jamais pris. L'archange veille pour nous. En 1421, le cœur roman s'écroule. Qu'importe, on refera l'église. C'est la fin de la guerre de 100 ans, l'euphorie de la victoire. On fait de grands projets pour rebâtir. Une grande œuvre. La pierre se fera dentelle de lumière et s'irisera de ses propres feux. Et en 1451, seul, un cœur, flamboyant neuf jaillit de la pierre. Les murs, cette fois, sont verrières. Le Mont Saint-Michel souffre des guerres de religion. Puis, sous la monarchie absolue, il va somnoler, en vivant au rythme des marées et des princes qui le visitent. Déjà, la Révolution française gronde et emprisonne les prêtres réfractaires entre ses murs. Le mont devient prison et le restera jusqu'en 1863. En 1874, l'abbaye est classée monument historique. Depuis, les architectes restaurent, entretiennent et préservent le mont. Le mont Saint-Michel est sauvé. Toi, Aubert, évêque d'Avranches, tu construiras sur le mont Tombe un sanctuaire d'où louanges, quotidiennement, seront adressées à Dieu. La colonne de lumière, l'arbre de vie. Les deux extrêmes se rapprochent et se touchent. Oui, mon Saint-Michel, tu nous dévoiles l'axe absolu, l'axe qui engendre la rotation du monde, la colonne de lumière. Posée, ancrée sur ton roc, là, point sacré, suspendu entre terre, eau et ciel, mon Saint-Michel, ton rayonnement nous emporte. Tu ouvres les espaces, mon Saint-Michel, tous les espaces. Là-bas, dans le cosmos, au-delà de l'au-delà, toujours, ta colonne de lumière verticale irradie. Tout devient possible. L'irrationnel devient sagesse et connaissance. L'incompréhension, ouverture d'esprit et tolérance. Tu es la ligne de certitude dans ces univers de mouvance. Plus haut, plus loin même que l'ultime point de l'infini, tu es, mon Saint-Michel, la lumière bienfaisante qui apaise et qui éclaire notre chemin.